Pierre Lorrain, quand on entend le fait que 1000 soldats ukrainiens se sont rendus, quand vous écoutez Lise Ramboudou qui dit que d'autres sont encore retranchés sur 5 étages, on ne sait pas encore le nombre de combattants qui restent. C'est une survie de la dernière chance. Il y a eu des ordres normalement du Kremlin de continuer d'attaquer et puis des ordres de Kiev qui disaient si vous pouvez fuir, faites-le, mais ça semble difficile. Il est très très dur de fuir cette zone. Effectivement, s'il y a des tunnels qui existent et qui vont très loin, parce que les forces russes occupent une grande partie autour d'Azovstal. Donc, si des tunnels existent, effectivement, des combattants peuvent s'enfuir. De même que le ravitaillement peut rentrer. Mais c'est relativement peu probable. On n'en sait finalement rien. En revanche, ce qui est certain, c'est que toutes les annonces de prisonniers, de reddition ukrainienne, c'est un coup porté au moral des Ukrainiens. C'est très clair. Pour les Russes, au contraire, bien entendu, c'est un soupçon d'espoir dans cette grisaille de leur offensive actuelle. Mais ce qui est très clair, c'est que les forces ukrainiennes à Mariupol ne sont pas en mesure de résister très longtemps. Peut-être qu'elles peuvent encore résister pendant 1 semaine, 2 semaines. On n'en sait strictement rien, mais au-delà, ce sera très difficile. Est-ce que Vladimir Poutine tient enfin sa victoire? Je dis bien sa victoire. C'est une victoire peut-être, mais limitée en tout cas. Pour le moment, c'est limité. Ce qui serait une véritable victoire, c'est la libération totale, libération entre guillemets évidemment, de Mariupol. Là, si demain les journalistes occidentaux de partout peuvent se promener librement dans Mariupol et constater vraiment ce qui s'est passé, quels sont les dégâts, etc., alors là, oui, je pense que Poutine pourra effectivement dire que c'est une victoire. Le général Bruno Darry est avec nous, ancien gouverneur militaire de Paris. Je ne sais pas si vous avez pu entendre ce témoignage il y a quelques instants de notre équipe sur place, de Lise Ramboudou. Elle nous expliquait que malgré cette reddition, elle était au courant depuis plusieurs jours de cette reddition qui s'est faite par étapes. Il y avait encore, notamment de cette usine, sur 5 étages, des troupes ukrainiennes que les Russes hésitaient de bombarder parce qu'il y avait des produits chimiques et que cela pourrait prendre encore du temps avant une possible intervention. Vous en pensez quoi? C'est ce que je vous ai dit depuis le début, c'est que le combat en zone urbaine est quelque chose de très difficile et de très compliqué. C'est très difficile et très compliqué parce que l'avantage qu'apportent des engins blindés, que ce soit des chars, des transports de troupes, là on peut le voir sur les images, est relativement limité. Parce que leur champ de tir est limité par l'agglomération. Et puis, il suffit que vous mettiez un barrage avec quelques arbres abattus ou quelques voitures incendiées, et ils sont arrêtés. Et puis, n'importe quelle personne à terre peut les détruire avec des missiles qui ont été livrés à l'Ukraine par les pays occidentaux. Donc, il y a un rééquilibrage des forces. Et ça, c'est accentué, et ça a toujours été comme ça. Rappelez-vous rappelez-vous les Américains à Fallujah, là, je crois que c'est en 2004. C'est un peu pas le tombeau, mais ils laissaient beaucoup de pertes. Et donc, le combat en zone urbaine est quelque chose de très compliqué. Et la solution pour s'en sortir, et on le voit d'ailleurs à Mariupol, c'est je pense sur le plan tactique, c'est d'écraser la ville sous les bombardements, et puis quand il reste que les ruines, eh bien on rentre, et encore c'est pas gagné parce que il y a encore les sous-sols, etc. Donc voilà ce que est le combat en zone urbaine, et ça ne va pas. Sur cette usine où sont retranchés ceux qui restent des forces ukrainiennes, notamment du bataillon Azov, les Russes, encore une fois, qui disent ne pas vouloir bombarder parce qu'il y a des produits chimiques, si tant est qu'on les croit, justement, est-ce que vous pensez que leur stratégie aujourd'hui, c'est d'affamer ces soldats qui restent retranchés dans cette usine? D'attendre? Moi, depuis le début, j'ai dit Mariupol, ça sera très dur à conquérir pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une zone urbaine. Alors, c'est vrai que c'est important pour les Russes parce que c'est quand même, c'est un ancrage. Ça fait quand même 45 jours que le siège de Mariupol, le siège plus ou moins avéré de Mariupol est conduit.
Et que, comme a dit tout à l'heure la personne qui était sur votre plateau, tôt ou tard, Mariupol tombera. Il n'y a pas de siège qui n'est pas terminé à un moment, faute de munitions, faute d'alimentation, faute d'eau, faute de combattants, il tombera. Le fait que les Russes veulent pas alors ça, on est dans la guerre de communication. C'est pas impossible, parce que quoi qu'en disent les uns et les autres, moi je remarque que depuis le début, les Russes font relativement attention aux dégâts collatéraux. Lorsqu'ils envoient leurs missiles hypervéloces attaquer un objectif, cet objectif, c'est un objectif militaire, c'est des dépôts d'essence, etc. Moi j'étais surpris un peu par alors, ce qu'en disent, ce qui nous revient, parce que c'est quand même, il y a une guerre de communication, c'est toujours difficile de savoir ce qui est dit et ce qui se passe. Mais c'est pas impossible. Maintenant, c'est peut-être de l'habillage uniquement pour faire croire pour expliquer que la conquête complète de Mariupol va prendre encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Restez avec nous, Général Bruno Darry. On va vous écouter. Nathalie Schrin, dans un instant. Vous parliez, Général, de cette guerre de communication. Il y a quelques instants, Bénédicte Le Châtelier a pu avoir ce témoignage de Loulia Tymoshenko, c'est l'ancienne première ministre ukrainienne. Elle ne croit pas à cette version, à cette reddition de 1000 soldats ukrainiens ce matin à Mariupol. Premièrement, Mariupol tient. Nos militaires ne se rendent pas. Ils ne rendent pas la ville. Ils continuent à défendre l'Ukraine héroïquement. Mais là, le mensonge du Kremlin, c'est quelque chose d'habituel. Vous pourrez suivre à 16h sur l'antenne d'LCI l'entretien complet avec Bénédicte Le Châtelier. Nathalie Schrin, au-delà de cette campagne de communication, cette reddition des soldats ukrainiens, Lizron Boudoul nous le disait, qui a commencé il y a plusieurs jours, c'est quasi quelque chose de normal. Et le dessein de Vladimir Poutine, c'est quand même, et lui aussi, on en reparlera, est pris par le temps, une date symbolique. Il va falloir une victoire. Même inventée, si je puis dire, parce que je ne crois absolument pas au discours de Vladimir Poutine. Ça fait 8 ans encore, une fois qu'on est en guerre. Ça fait 8 ans qu'il nous promet des choses, ça fait 8 ans qu'il nous cache des choses. C'est une habitude soviétique et russe de mentir, d'inventer des choses qui n'existent pas. Donc moi aussi, j'ai du mal à croire que le bataillon Azov se soit rendu. Une partie. Une partie. On le disait, il y a encore plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de troupes ukrainiennes dans cette usine, dans ces 5 sous-sols. Moi, je pense qu'ils iront, jusqu'au dernier soldat ukrainien. Je pense sérieusement que l'Ukraine a droit de vivre. Vous pensez que Mariupol sera une bataille pour ces soldats-là jusqu'à la mort? Oui. Il n'y aura pas de reddition? Non, parce qu'encore une fois, ça fait des siècles qu'on est asservis, ça fait 8 ans de guerre, ça fait 70 ans de communisme, ça fait 300 ans que l'Ukraine lutte pour sa liberté, pour sa culture, pour sa langue. Je rappelle qu'il y a eu à peu près 200 cases pour l'interdiction de la langue ukrainienne en Ukraine. Donc c'est une volonté, ça j'en suis persuadée, une volonté d'annihiler les Ukrainiens. C'est la volonté de Vladimir Poutine, à mon avis. 3000 soldats encore retranchés à Mariupol, vous l'avez dit, qui préféreront peut-être mourir que de se rendre. Dans le cœur des Ukrainiens, ce sont quoi? Déjà des martyrs ou tout simplement des soldats qui ne veulent pas que leur terre soit volée par les Russes? Oui, on peut les comprendre. Je suis aussi française. J'ai du sang français et j'aurais la même envie de défendre mon deuxième pays. Donc, je suis aussi, déterminée à défendre l'Ukraine comme je suis déterminée à défendre la France. Je les comprends. Et si la France était attaquée, je ferais pareil. Il n'y a pas d'ordre aujourd'hui de Kiev pour que ces soldats puissent partir, s'échapper, fuir. Là aussi, ça a été dit, mais c'était une propagande, encore un coup de Moscou. Bien sûr. L'ordre, selon vous, serait de rester jusqu'au bout? Je crois que c'est même pas un ordre. Je pense que eux-mêmes pensent à rester pour défendre la patrie jusqu'au bout.
C'est même pas personne ne leur demande, et je pense qu'ils le pensent eux-mêmes. Alors on va se poser une question pour continuer cette spéciale Ukraine. Est-ce que le Kremlin est revenu aux heures les plus sombres du stalinisme, le temps des grandes purges, au gré et à l'humeur des dictateurs? Poutine a beau le répéter, comme hier encore, que ses plans se déroulaient comme il l'avait prévu. En interne, l'heure est au grand ménage. Purge dans l'armée, au plus haut niveau, on y reviendra, mais également purge dans les services secrets jusqu'au sommet du KGB. Entre arrestation et prison, regardez ce sujet, il est signé Kevin Eliès. La guerre n'aurait dû durer que quelques jours, elle s'enlise depuis des semaines. Moscou n'aurait pas anticipé la résistance des Ukrainiens sur le terrain. Selon les informations du Times, Vladimir Poutine reprochera ses services de l'avoir mal renseigné sur la situation sur place et une purge serait en cours au FSB. Selon le quotidien britannique, 150 agents du renseignement auraient été suspendus ou arrêtés et parmi eux le chef de la 5e division du service, Sergueï Beseda, emprisonné dans la prison de Lefortovo à Moscou. Une situation qui se complique au plus haut sommet de l'État, mais devant les médias, Vladimir Poutine reste optimiste. C'est évident et c'est inévitable. Tout était seulement une question de calendrier. Que faisions-nous ? D'un côté, nous aidons le peuple ukrainien à se débarrasser des nazis. De l'autre, nous nous assurons de la sécurité de la Russie. Nous n'avions pas d'autre choix. C'est la bonne décision. Nous atteindrons notre but. Depuis plusieurs jours, les rumeurs sont nombreuses autour d'une éventuelle crise de confiance dans l'entourage du président russe. Plusieurs membres de son cercle rapproché ont subitement disparu de la circulation ces dernières semaines. Pierre Lebrun, je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de l'URSS et du monde post-soviétique. Est-ce qu'on est vraiment dans un monde post-soviétique quand on voit le limogeage des principaux caciques de l'armée et des services secrets? Bon, pour le moment, il y a une sorte de brouillard de guerre sur le limogeage ou pas. En tout cas, on ne sait pas réellement ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Il se passe que, effectivement, la direction russe est très mécontente de l'action des services de renseignement. En substance, on avait vendu le fait que les soldats russes allaient être accueillis à bras ouverts par une population qui en avait marre de la corruption qui régnait en Ukraine. Et résultat, c'est pas du tout le cas. Et ça, je crois que pour l'élite dirigeante russe, ça a été un sérieux choc. Ensuite, il faut effectivement trouver des coupables. Les coupables se trouvent non pas seulement dans l'ancienne Union soviétique, mais également dans les démocraties occidentales aussi. Lorsqu'il y a des limogeages, eh bien c'est parce que des personnalités ont failli, qu'elles n'ont pas accompli ce qu'on leur demandait. En France, on a le patron du renseignement militaire qui a été absolument limogé justement parce que les appréciations de ses services sur la crise en Ukraine n'étaient pas les meilleures. Absolument. Et donc, il semble à peu près logique que les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce soit pareil en Russie, que ça ait une plus grande portée, plus grande importance, certainement, parce que les services de renseignement et l'armée demeurent en Russie aujourd'hui l'un des piliers essentiels du pouvoir. Donc, si le Kremlin ne peut plus se baser sur l'un de ces piliers, il y a un grave problème. Et donc, la réaction va dans ce sens d'une grande dureté. Quelle sera la dureté ? On verra dans les heures qui viennent. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire en quoi les services secrets russes sont utiles sur le terrain en Ukraine? Ils sont sur le terrain ou ils sont juste là pour conseiller Vladimir Poutine avec l'oreille de Moscou? Non, je crois qu'il y a, comme dans de très nombreux services secrets, une différence entre le terrain, les opérationnels sur le terrain, les agents, enfin les officiers de renseignement qui font leur boulot généralement correctement. Et puis au-dessus, il y a la direction. La direction, elle recueille les informations, mais très souvent ces informations ne vont pas du tout dans le sens de ce que veulent les politiques. Et donc, soit ils édulcorent, soit ils éliminent, soit ils gardent un certain silence sur certains plans, ce qui induit forcément les dirigeants en erreur, et le retour du bâton est d'autant plus fort qu'ils ont été induits en erreur, très souvent volontairement. Et c'est ça le problème. Si c'est un concours de circonstances, les renseignements sont faux pour des raisons objectives. Il n'y a pas réellement de conséquences, c'est la faute à pas de chance.
En revanche, si les renseignements en amont étaient bons et qu'en aval, on a dissimulé des choses, alors là, c'est grave. C'est ce qui se dit dans l'entourage de Vladimir Poutine. Absolument. Où militaires et patrons du renseignement ont plutôt peur des réactions du maître du Kremlin. Je vous parlais des purges, justement, dans l'armée. Eh bien, elles se poursuivent au plus haut niveau. Cela fait plusieurs jours qu'on n'a pas de nouvelles du ministre de la Défense, justement. Disparu des radars, limogeage en série dans l'entourage de Vladimir Poutine, mais également sur le terrain, où un général vient d'être nommé pour relancer la charge de l'offensive russe dans le Donbass et obtenir la victoire au plus vite, cette victoire tant souhaitée par Vladimir Poutine. Mais qui est cet homme de confiance russe? Qui est celui qu'on nomme le boucher de Syrie? Élément de réponse avec ce reportage signé Xavier Giacomoni. Décoré par Vladimir Poutine en personne de la médaille de héros de la Fédération de Russie, il est l'homme des situations difficiles. Celui sur qui le maître du Kremlin peut compter, quoi qu'il advienne. Comme en Syrie, lorsqu'il inaugure une nouvelle stratégie pour sauver Bachar al-Assad, Alexandre Vornikov n'hésite pas, il rase les villes comme Alep, écrasant à la fois les opposants, les djihadistes et les civils. Pour la Maison-Blanche, aucun doute, il recommencera en Ukraine, sans hésitation. Ce dont nous devrions tous être conscients, c'est qu'il s'agit d'un général qui était déjà chargé de superviser les atrocités en Syrie. Et que nous nous attendons à ce que ce soit une continuation du type d'atrocité que nous avons déjà vu se produire en Ukraine. L'ancien patron de la CIA l'avait surnommé le boucher de Syrie. Désormais, seul à la tête de la guerre en Ukraine, il a visiblement carte blanche du Kremlin pour à minima prendre et occuper le Donbass, quitte à raser les villes et faire des dizaines de milliers de victimes civiles. Pierre Laurent, est-ce que vous connaissez l'individu? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un général non pas seulement de l'armée, mais également de ce qu'on appelle les structures de maintien de l'ordre en Russie. Il a dirigé un système, enfin un ensemble d'organismes qui étaient chargés de veiller aux structures, au maintien de la conformité, disons, des structures du maintien de l'ordre. Il a été nommé en Syrie comme effectivement le chef des opérations. Maintenant, il faut relativiser un peu les choses. Que les Américains le nomment le boucher de Syrie, peut-être. Mais lorsque la coalition a utilisé les mêmes méthodes à Raqqa contre l'État islamique, c'est-à-dire bombarder, pratiquement raser la ville à 80%. Et l'artillerie française y a contribué. Il y a eu plus de 1500 morts civils. Et là, on ne dit pas les bouchers américains ou les bouchers français. Donc il y a là un deux poids, deux mesures. En tout cas, Bortnikov est un homme qui a de la poigne, qui peut-être parviendra à rétablir les choses. Maintenant, pour tout le reste, il faut attendre et voir comment il va se comporter. Général Bruno Darry, c'est un individu. Alors il y a ce nom, cette triste légende, le boucher de Syrie. Au-delà, pour Vladimir Poutine, c'est une façon, là aussi, on parlait de communication, on parlait de propagande. Outre ce personnage, c'est une façon de réaffirmer sa mainmise sur le Donbass. Oui, moi je crois qu'il y a surtout un problème, ça dépasse d'ailleurs le fait de Poutine, etc., un problème, si je puis dire, de management. Parce que quand vous avez un régime relativement autoritaire, eh bien vous cachez la vérité. Mais ce qui est valable pour Poutine est valable aussi dans une entreprise ou même dans un système militaire. C'est-à-dire que quand vous avez un chef qui n'écoute pas ou qui fait peur à ses subordonnés, ben les subordonnés lui cachent la vérité et donc il va dans le mur. Donc Poutine, il peut mettre un autre général, ça ne changera pas la réalité sur le terrain. Et ça ne changera pas, ce que vous disiez tout à l'heure, votre intervenante, la résistance du bataillon Azov, qui restera la même et peut-être qu'il résistera encore plus. Donc, si vous voulez, j'aime bien l'exemple, j'aime tristement bien l'exemple de Raqqa, qui a dû être complètement rasé par les bombes avant de pouvoir s'en emparer. Le fait de donner un nouveau général changera pas la réalité du terrain et la volonté des Ukrainiens et notamment de la brigade Azov de se battre parce que leur seul choix c'est vaincre ou périr.
Merci beaucoup, Général, d'avoir été avec nous dans la deuxième partie de cette spéciale. On se posera tout simplement cette question. Est-ce que c'est pas non plus un aveu de faiblesse de la part de Vladimir Poutine? On s'intéressera également à un sujet qui vous concerne, que vous connaissez bien. Pourquoi le Poutine Donbass? Pourquoi le maître du Kremlin veut à ce point mettre la main sur la région? Vous verrez que l'économie a son importance, grandement d'ailleurs dans cette affaire. Et puis on s'intéressera peut-être aux méthodes également du président Zelensky. On enlève les amis de Vladimir Poutine et on les échangerait, on voudrait les échanger contre des prisonniers ukrainiens. À tout de suite. Général Jean-Claude Allard, cette résistance de ces quelques centaines, peut-être quelques milliers, nous le disait Liseron Boudoul, de soldats ukrainiens retranchés sur 5 sous-sols, dont une des 2 dernières usines qui n'a pas été conquise par les troupes russes. Ça va être compliqué de résister, ça va être compliqué de se dire qu'il faut encore tenir. Je suppose qu'il ne doit pas y avoir de ravitaillement. C'est une cause perdue aujourd'hui? Oui, je crois que les conditions de la bataille à Mariupol ont changé. Jusqu'à présent, les combats étaient menés dans les parties urbaines et résidentielles. Maintenant, il reste une petite enclave au sud-est, semi-résidentielle, semi-industrielle, et cette grande enclave industrielle au nord où les conditions de combat changent totalement. Je veux dire par là qu'il n'y a plus de civils, donc c'est déjà un soulagement pour la population de Mariupol. Il reste plus que les combattants russes et ukrainiens qui s'affrontent dans des conditions, j'allais dire, beaucoup plus ouvertes. C'est du pied à pied, c'est du corps à corps. Non, mais dans des conditions beaucoup plus ouvertes pour faire des bombardements, etc. Les Russes, maintenant, vont bombarder à tour de bras. Alors, Liseron Boudoul le disait également, la version des Russes pour ne pas bombarder, c'est qu'il existerait des produits chimiques et qu'ils ne veulent pas bombarder, notamment le site où se trouvent les quelques milliers de soldats ukrainiens. Donc il faudrait y aller pied à pied. Oui, alors après il va y avoir des bombardements sur le tour. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il y a déjà des unités qui se sont rendues. Et puis ensuite, il faut y aller tranquillement. Mais en même temps, les forces qui sont là sont assiégées et attaquées à la fois. Parce qu'on peut assiéger et attaquer. Donc un assiégé, s'il ne peut pas se ravitailler, au bout d'un certain temps, il lui faut des munitions, il lui faut des vivres, il lui faut de l'eau, et au bout d'un certain temps, il va abandonner le combat. Ça peut être une stratégie, d'ailleurs, des troupes russes, c'est-à-dire d'attendre, de ne pas perdre des hommes inutilement, et d'attendre que le temps fasse son effet. Voilà, exactement, mais vous savez que jusqu'à présent, dans les villes également, tout est allé tout doucement. Il ne faut pas croire que ça peut être pris en quelques heures ou en quelques jours. Donc, ils vont attendre et effectivement économiser leurs forces, à moins qu'ils veuillent envoyer les Tchétchènes dont il serait peut-être un peu moins économe, je ne sais pas. Visiblement, je crois que dans le reportage de Liseron Boudoul, on a vu un soldat russe qui pouvait ressembler à un Tchétchène. Regardez cette photo, alors ça vous dira certainement rien, nous non plus, avant de la voir. Et pourtant, il s'agit d'un député, un homme d'affaires ukrainien, un très proche de Vladimir Poutine. Il paraît qu'ils vont en vacances ensemble. Et si on vous montre cette photo, c'est que ce personnage a été arrêté hier et qu'il pourrait servir de monnaie d'échange, comme l'a affirmé le président Zelensky. On l'écoute. Medvedchuk porte un uniforme militaire. Il relève donc des règles du temps de guerre. Je propose à la Russie d'échanger votre homme avec nos hommes et nos femmes en captivité russe. Il est important que nos forces de l'ordre et nos agences militaires envisagent également cette possibilité. Pierre Laurin, alors on va parler de la méthode quand même dans quelques instants. On va parler de ce personnage. Vous le connaissez, ce personnage ? Bien sûr, oui. Il est très connu. C'est l'un des principaux oligarques ukrainiens. La seule différence, c'est que lui, il est, comme on dit, pro-russe. Il dirigeait 2 chaînes de télévision en russe, différents organes de presse. C'est un député ukrainien, c'est un citoyen ukrainien. Et son tort, c'est de ne pas être du bon côté. Il est de l'autre côté. Il avait pris position contre le régime actuel en Ukraine ? Bien sûr, oui. C'était l'un des leaders de l'opposition au président Zelensky et à l'actuelle majorité à la Rada. Et quand on dit que c'est un proche de Vladimir Poutine, Poutine a beaucoup de proches, mais c'en est un vraiment ? Pas plus que beaucoup d'autres, mais certainement, il se voyait, oui.
Christine Dugouin-Clément, alors je vous demanderai certes pas des commentaires sur le personnage, mais parlons quand même de la méthode. Selon vous, cet homme vivait a priori normalement en Ukraine, il n'avait pas été exclu. Il était couvert, il est toujours couvert par l'immunité parlementaire. D'accord. Et là, on le retrouve donc en uniforme de soldat. Comment s'est-il habillé? Ça, c'est une autre histoire. On ne sait pas, et pour tout vous dire, on n'a pas d'informations. Mais sur les méthodes, notamment du président Zelensky, sur le fait d'arrêter ce personnage public qui a pris des positions contre le régime de Kiev, ça vous choque, ça vous interpelle? On se dit que les méthodes utilisées par Zelensky sont peut-être les mêmes que celles utilisées par d'autres, ou c'est un mal nécessaire? Alors, Monsieur Medvedchuk, effectivement leader du parti d'opposition, connu pour des prises de position donc clairement notoirement pro-russes, et avait des canaux médiatiques qui relayaient beaucoup de discours qui étaient tenus par le Kremlin notamment concernant les territoires séparatistes de l'Est, au point que ces chaînes avaient été considérées comme étant des canaux propagandistes allant à l'encontre même des intérêts de l'Ukraine, et ont été interdits après qu'il y ait eu divers appels. C'est quelqu'un qui a des actions et un passé qui est relativement sulfureux. Sulfureux? Oui, relativement. On est sur un homme d'affaires qui a des prises de position qui sont très fortes depuis 2014, et même avant, qui est connu pour des liens qui sont quand même assez proches avec le Kremlin, qui relève de plus que la simple fonction de député. On est plus dans l'amitié avec le Kremlin ou certains au Kremlin que dans la pure propagande. L'un n'exclut pas forcément l'autre. Non, mais en termes de proximité. C'est par hasard. Non, S'il a été arrêté. Ou alors c'est un hasard extrêmement fort. Si vous voulez, non, clairement, on n'est pas dans le hasard. Il y a différentes informations qui avaient été diffusées par ces canaux, qui étaient ostensiblement des nouvelles erronées, si vous voulez. Donc, il n'est pas étonnant dans le cas à l'heure actuelle. Alors, quant à la méthode, oui, on peut potentiellement y revenir, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas spécifiquement étonnant. D'essayer d'arriver à avoir des échanges de prisonniers. Alors effectivement, on peut complètement revenir sur la méthode. Dans la logique et dans le fait que ce soit attendu, on ne peut pas en être complètement surpris. Nathalie Schrin, pas surpris. On peut revenir sur la méthode. Je suppose que vous n'allez pas revenir sur la méthode. Non. Vous trouvez ça tout à fait légitime et normal? Oui, je crois qu'il y a des en découvrant, sans prendre de position, qui est ce personnage et ce qu'il faisait, on peut, alors je ne sais pas si on peut comprendre, parce qu'on ne sait toujours pas, on va revoir quand même cette photo, s'il est habillé de gré, de force, avec un uniforme, mais on peut comprendre qu'un pouvoir, le pouvoir ukrainien, veuille se débarrasser de quelqu'un. En temps de guerre, ce sont des traîtres. Qui relaie la propagande de l'ennemi. Ce sont des traîtres en temps de guerre, c'est ça. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est normal que l'Ukraine agisse comme ça. En France aussi, on aurait agi de même. Si quelqu'un agit contre l'intérêt de la France, je pense que la France ferait pareil. Un commentaire. Si je peux me permettre, les médias de Medvedchuk ont été interdits avant l'offensive russe. C'était au cours de l'année dernière. Je ne sais pas réellement quels étaient les griefs, à part effectivement de faire de la propagande, mais en Ukraine, qui aujourd'hui ne fait pas de propagande? Et à l'époque, qui ne faisait pas de propagande? Par exemple, lorsque le New York Times révèle que ce que l'on reprochait au fils de Joseph Biden, Hunter Biden, de ses agissements en Ukraine était vrai, est-ce que les médias ukrainiens qui disaient non, c'est faux, ne diffusaient pas de fausses nouvelles? Tout est relatif. On est dans un flou total de la propagande des deux côtés. Voilà, alors je ne dis pas que on n'est pas effectivement en Ukraine pour connaître et savoir les agissements de ce personnel. Ce qui me choque personnellement dans cette affaire, c'est que cet homme qui avait pignon sur rue, tous les oligarques, qu'ils soient russes ou ukrainiens, ont des passés sulfureux. Tous. Mais il faisait des affaires, il dirigeait un parti d'opposition légal et reconnu, et je ne vois pas pourquoi
les conditions de guerre changeraient son statut. Honnêtement, en plus, je répète, il était couvert par l'immunité parlementaire ukrainienne. En tout cas, depuis hier, le président Zelensky, on y reviendra, on a décidé autrement. Après les mots de boucher de criminel de guerre, Joe Biden est encore monté d'un cran hier en accusant justement Vladimir Poutine de génocide. Écoutez le président américain. Oui, j'ai appelé ça un génocide. Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d'effacer l'idée même de pouvoir être ukrainien. Et les preuves s'accumulent. De plus en plus de preuves ressortent sur les choses horribles que les Russes ont fait en Ukraine. Et nous allons en découvrir davantage sur la dévastation. Et nous laisserons les avocats, au niveau international, dire si oui ou non, cela se qualifie comme génocide. Mais pour moi, cela y ressemble bien. Alors, cette escalade, on reviendra sur la fameuse ligne rouge, parce qu'il est question, et c'est une note des services secrets américains de ce matin qui disent avoir quelques éléments sur l'utilisation d'armes chimiques à Mariupol, mais c'est une autre question. Les propos de Joe Biden, général, il a raison de monter crescendo, où à un moment donné, il va falloir qu'après les mots, il y ait des faits. Alors, l'envoi d'armes des Américains, bien évidemment, continue, mais au-delà des mots. Mais écoutez, d'abord, le terme de génocide correspond à une définition. Est-ce qu'elle est appliquée et applicable à l'Ukraine? Je ne sais pas. Mais vu de l'extérieur, il ne me semble pas. Donc il y a une escalade de la part des États-Unis ça fait un moment que ça dure. Ça me paraît pas très non plus normal de la part d'un chef d'État. Il faut qu'il organise la défense de l'Ukraine, certes, mais bon, sans utiliser des grands mots, d'autant plus qu'on en fait une salade autour. Et ce qui compte, c'est réellement ce qui se fait sur le terrain, de façon pensée et normale. Bon, voilà, on a des escalades et puis on en fait, j'allais dire, un journal télévisé. Le lendemain, on fait autre chose et pendant ce temps, la guerre continue. Alors le problème, c'est que ces salades nous viennent quand même de Joe Biden, que Joe Biden est le président des États-Unis, qu'il a dit quand même des mots. Ouais. Les États-Unis quand même impliqués, qu'on le veuille ou non, dans ce conflit. Et bien souvent, d'ailleurs, ça n'a pas été le cas jusqu'à l'heure où nous parlons. Mais Joe Biden est recadré par son administration après des propos qu'il a tenus. Est-ce que globalement, ça vous inquiète, cette escalade du président américain ? En tout cas, elle est cohérente avec la posture que l'on a depuis le début de la mandature Biden, qui a des mots extrêmement durs face à la Russie. Rappelez-vous, quand il y avait eu toutes les rencontres suite aux attaques par rançongiciel, où Biden avait accusé ouvertement la Russie, ce qui est toujours délicat. Alors pourquoi c'est délicat? Pour les questions d'attribution des attaques dans l'espace cyber, qui sont compliquées. Vous pouvez rarement être sûr à 100%, ce qui veut dire que vous faites un geste politique quand vous posez ce genre de choses. Il y avait eu plusieurs mots qui avaient été particulièrement durs. Donc quelque part, on est dans la continuité en termes du niveau de discours. Alors après, évidemment, quand vous allez employer ce type de vocabulaire face à un chef d'État... Pardon, je vous laisse finir, mais on a souvent l'impression que Biden est resté à l'ère soviétique. Oui, alors... il l'a connu, bien connu. Il l'a bien connu, oui. Ce qui est sûr, c'est quand vous allez utiliser ce type de vocabulaire, ça vous bouchez quelque peu le canal diplomatique. Mais ça permet... il était déjà passablement obstrué bien avant ça, pour manier l'euphémisme. Et si vous voulez, d'autres États se mettent dans des positions de médiateurs, c'est-à-dire de pouvoir garder un canal de discussion diplomatique, même si les dernières déclarations quant aux négociations qui sont menées, on a tendance à l'oublier, mais qui continuent à être menées pour la paix, sont qualifiés d'impasse par Moscou et de très difficiles par Kiev. Là aussi, on manie un peu l'euphémisme. Donc, des pays se mettent dans ces rôles de médiateurs. Alors, la question est toujours qu'effectivement, génocide, donc c'est tuer un groupe, génos, c'est un petit peu compliqué. Cela dit, il est quand même relativement plus prudent qu'on a pu l'entendre au préalable quand il dit il reviendra. Pour moi, ça en a l'air, il donne une impression personnelle. Alors, est-ce qu'un président doit amener une impression personnelle? Là, c'est un vrai débat. Mais il finit en disant, voilà, il faudra qu'il y ait des enquêtes pour vérifier si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas. Puisque, effectivement, ce que vous disiez est juste aussi. Il y a une définition extrêmement précise à ce qu'est un génocide. Et le problème, l'enjeu, c'est que le temps de mener ces enquêtes qui doivent être extrêmement pointilleuses, qui doivent être extrêmement délicates, on le sait, on en a déjà parlé, qui prendront énormément de temps. Et voilà. Et le temps de l'enquête sera pas forcément le temps de la guerre. Cela dit, quand vous envoyez ces mots-là,
là, il sera pas du tout le mot de la guerre. Quand vous employez ce terme de terminologie particulièrement forte, vous envoyez un message non seulement à la Russie, mais aux autres pays. Donc on est là-dedans. Mais c'est clair que nous avons une escalade au niveau du vocabulaire. Qui est notable. On reviendra sur ces conséquences. Je vous laisserai la parole générale et puis on va découvrir ensemble quelque chose d'assez intéressant. Qui sont ceux qui murmurent dans l'oreille de Vladimir Poutine? Qui sont les penseurs auxquels se réfère le maître du Kremlin? La réponse dans un instant. Question pour suivre. Et si Vladimir Poutine ne donnait pas les bonnes raisons pour lesquelles il veut prendre le Donbass, et si les explications avancées jusqu'à présent n'étaient pas les bonnes, ou alors pas seulement, et si de simples mais fructueuses raisons économiques étaient en réalité à l'origine de la farouche volonté du maître du Kremlin de prendre cette région. Merci d'être avec nous, Laura Pouget. Bonjour Christophe. On va voir avec vous s'il y a effectivement quelques bonnes raisons économiques à vouloir s'emparer de cette région. Quelques ressources du Donbass qui pourraient intéresser Moscou. La première et la plus importante, c'est la ressource agricole, puisque oui, l'Ukraine est une véritable puissance agricole. Elle est notamment l'un des 10 premiers producteurs de blé au monde. Elle représente à elle seule 4% de la production mondiale et 12% des exportations. Or, en Ukraine, d'après les chercheurs de l'IRIS qui ont tracé cette délimitation, 40% des réserves de blé se trouvent dans cette partie est du pays, dont 8% dans les seules provinces du Donbass. Alors évidemment, mettre la main sur ces zones permettra à la Russie d'accroître de manière significative sa production, sachant que cette question du blé, il est majeur pour Vladimir Poutine parce que, regardez, sous son pouvoir, la production russe est passée en 2001 de 36 millions de tonnes à en 2020 à plus de 80 millions. Les exportations de blé russe, ce sont 20% des exportations mondiales. Voilà pour le blé. Mais l'Ukraine, c'est aussi la 7e réserve mondiale de charbon, essentiellement grâce à ses mines qui sont situées, localisées dans le Donbass. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, le pays était un des plus gros producteurs européens, mais c'est un atout qu'il faut relativiser aujourd'hui. Déjà parce que ces infrastructures, elles ont vieilli, elles ont été abîmées pendant la guerre de 2014 avec la Russie. La preuve, l'Ukraine, ça ne représente désormais que 0,1% des exportations mondiales de charbon, contre plus de 16% pour la Russie. Ce sont des chiffres de 2019, donc on relativise sur le charbon. Une région qui reste cependant la plus riche de l'Ukraine. Oui, le Donbass, ça contribue à lui seul à plus de 20% du PIB ukrainien. Les salaires des habitants du Donbass sont d'ailleurs plus élevés que les salaires des habitants du reste du pays. Avec la conquête complète de Mariupol, qui ne devrait pas tarder, les Russes pourront relier cette région du Donbass à la Crimée, déjà annexée en 2014. Ils contrôleront l'accès à la mer d'Azov. La mer d'Azov d'où partent notamment les exportations, les bateaux avec à l'intérieur le blé récolté dans l'est du pays. Vous voyez, l'économie, la stratégie militaire, en réalité, tout est lié. Merci beaucoup pour ces précieuses explications, Laura Pouget. Le Donbass, c'est une raison économique. On en parlait ensemble. C'est ce qui nous a donné d'ailleurs l'idée d'y revenir aujourd'hui. Ce serait ça, en fin de compte, l'idée des Russes. Ça et annihiler carrément l'idée même que l'Ukraine existe. Et ça fait, encore une fois, ça fait 8 ans de guerre, 70 ans de communisme et 300 ans. Donc, oui, c'est ça. S'ils pouvaient prendre tout le Sud, ça serait formidable pour les Russes. Hein. On parlait du charbon tout à l'heure. C'est peut-être pas tant récupérer le charbon, mais geler justement les entreprises pour pouvoir vendre aussi son charbon, on va savoir. J'ai pas la clé, mais... La clé économique pour expliquer ce conflit, et notamment cette envie, plus qu'une envie d'ailleurs, de Vladimir Poutine de récupérer le Donbass. Alors, peut-être rebondir sur un point que vous avez évoqué, alors notamment pour tout ce qui est l'industrie lourde, qui était traditionnellement, avant le conflit, beaucoup développée dans le Donbass. C'est une industrie qui était déjà un petit peu vieillissante. Alors les républiques autoproclamées par les séparatistes dans le Donbass ont participé à effondrer complètement la structure économique qui y était. Il y a même certaines mines qui ont été complètement inondées. Donc quand bien même on voudrait les réexploiter aujourd'hui, ça ne serait pas forcément possible à moins d'engager des frais énormes. Le tout sur une industrie qui, quelque part, ne serait plus forcément compétitive avec les autres. Donc aller uniquement sur le volet économique, et notamment de l'industrie lourde, paraît peut-être pas un argument suffisant, me semble-t-il. La production céréalière est déjà plus importante, mais il y a aussi un point, c'est que si effectivement vous arrivez à enfermer les accès à leur mer Noire et mer d'Azov
ukrainien, c'est passablement important puisque vous pouvez gérer et quasiment avoir une quote-part sur les exportations. Pour revenir peut-être sur la mer d'Azov, faut pas oublier qu'il y a déjà une action qui a été quand même très forte de la part de la Russie, c'est la construction d'un pont sur le détroit de Kertch, qui a été construit à une hauteur ne permettant pas de passer pour les supertankers, donc des bâtiments qui sont particulièrement lourds, ce qui veut dire que vous avez une augmentation du coût de base, c'est-à-dire qu'avant, pour une certaine quantité d'un supertanker, c'était un bâtiment. Maintenant, il va vous en falloir 4 ou 5. Donc, on a déjà eu quelque part, une captation ou du moins une problématisation des exports, notamment Mariupol et Bediansk, qui étaient au-dessus, sur la mer d'Azov pour ressortir. Donc, il y a déjà quand même un accès qui est pris. Donc, qu'il y ait un gain économique, certes, que ça soit le seul intérêt sur les territoires du Donbass, ça paraît difficilement justifiable, d'autant que si on part sur les républiques séparatistes, ce sont des territoires qui se sont quand même fortement vidés de toute une partie de leur population et de toute une partie de leur savoir-faire. Général Allard, on dit que Vladimir Poutine pourrait ne pas se contenter du Donbass, profiter pour regrouper ses troupes et remonter après par un autre chemin que le premier emprunté pour remonter vers Kiev. Une rapide analyse de ce que vous voyez aujourd'hui. Est-ce que quelque part Vladimir Poutine pourrait, avec ses troupes, se contenter de prendre le Donbass et bien sûr cet accès, on le verra sur une carte, à la mer? Oui. Je crois qu'il faut, pour moi, quels sont les buts de guerre de Poutine? Les buts de guerre de Poutine, il y en a deux. C'est je fais la guerre aux États-Unis. Depuis 2004, c'est comme ça. Et donc, si vous demandez à un stratège des États-Unis ou un stratège russe quelles sont les 3 villes qui comptent en Russie dans cette opposition, ils vous diront Kaliningrad, Vladivostok, Sébastopol. Et donc, Poutine se bat pour avoir le port de Sébastopol en pleine propriété. Le reste que l'on voit se passer là, à mon sens, c'est les conséquences de cette guerre qu'il a lancée pour avoir. C'est-à-dire que là, il va tenter de monter jusqu'aux rives du Dniepr, puisque Sébastopol et la Crimée est alimentée par l'eau du Dniepr et il faut qu'il la contrôle. Aujourd'hui, les rives droite, rives gauche, je pense que dans quelques... Pardon, excusez-moi mon général, il y aura une guerre de l'eau? Oui, pour alimenter la Crimée, oui. C'est pas une guerre de l'eau, c'est j'ai besoin d'eau pour avoir la pleine propriété de la Crimée. Donc il tient 2 villes là qui s'appellent Kherson et puis une autre Nova Kakhovka où il y a un pont. Il a ses troupes de l'autre côté. Je pense que un jour ou l'autre, il va les mettre toutes les 2 rive gauche du Dniepr. Ensuite, Mariupol, il va contrôler la mer d'Azov, parce que la mer d'Azov, ce sera une mer russe. Et je veux dire que c'est les conséquences, c'est-à-dire que au plus il avance, au plus il se dit maintenant le Donbass, je me suis engagé auprès des républiques en reconnaissant leur indépendance, je suis obligé de faire quelque chose pour moi. Mais pour moi, c'est un problème stratégique au départ et récupérer des ressources économiques, ce n'est que la conséquence et c'est pas la raison de la guerre. Alors justement, qui a soufflé cette idée, cette volonté, ce désir, plus que ça encore, à Vladimir Poutine? Qui sont ses mentors? Qui sont ceux qui l'ont inspiré? On a beaucoup parlé de Catherine de Russie, de Pierre le Grand, mais au-delà de ces figures historiques, il y a bien d'autres sources d'ambition, Sylvia, et de conviction pour le chef du Kremlin. C'est vrai que le redéploiement des troupes russes dans l'Est, certains pouvaient croire que la guerre prendrait une autre dimension, que l'idée initiale d'envahir toute l'Ukraine aurait été laissée tomber. En fait, si on lit les écrits des idéologues proches du pouvoir, si on lit également les philosophes qui ont inspiré Vladimir Poutine et dont il se réclame, d'ailleurs aujourd'hui on arrive à une conclusion qui est à l'exact opposé. Non, Vladimir Poutine n'a en rien renoncé à l'Ukraine tout entière, bien au contraire, l'objectif est même situé au-delà de l'Ukraine, comme le rapporte le politologue russe Greg Yudin. L'Ukraine n'est que la première étape d'un grand effort pour changer l'ordre global. Selon un autre politologue, Vladimir Mojegov, dans un récent écrit, et voilà ce qu'il dit: notre objectif en Ukraine n'est pas de déplacer le foyer anti-russe de 1000 km vers l'ouest, mais de créer sur nos frontières occidentales un pont, un tremplin vers une nouvelle Europe, non pas vers l'Europe actuelle, du chaos et de la décadence, mais vers l'Europe de la tradition, comprenez, lancer une contre-révolution, une révolution conservatrice contre la révolution mondiale.
autre idéologue qui gravite autour de Vladimir Poutine, l'écrivain Timofey Sergaïtsev. Alors il est décrit comme l'idéologue de la dénazification. C'est un peu le Steve Bannon russe. Il a récemment publié un texte qui fait beaucoup parler. Voilà ce qu'il dit: l'Ukraine est une construction artificielle anti-russe et sans contenu civilisationnel propre, un élément subordonné à une civilisation étrangère et hostile. Pour lui, il faut nettoyer totalement le pays, et les populations qui ont résisté, eh bien, elles sont évidemment visées. Et si on s'approche encore un peu plus du Kremlin, on trouve un certain Dmitri Medvedev. Ancien président, ancien Premier ministre, lui aussi, effectivement, il publie des textes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est vice-président du Conseil de sécurité. Regardez ce qu'il dit: l'ukrainisme profond, alimenté par le venin anti-russe et le mensonge total sur une pseudo-identité, est un immense fake. Ce phénomène n'a jamais existé dans l'histoire. Il n'existe pas non plus aujourd'hui. Enfin, je vous parlais de philosophes. Il y en a un qui a effectivement beaucoup inspiré Vladimir Poutine quand il cherchait les bases intellectuelles pour monter ses projets. Eh bien, il s'appelle Ivan Ilyin, c'est son auteur fétiche. Il a d'ailleurs fait transférer ses restes en Russie. Selon lui, il ne faut surtout pas que la Russie prenne le chemin de la démocratie formelle à l'occidentale, avec une alternance des représentants. Cette voie affaiblirait la Russie, dit-elle, l'offrirait en pâture à l'Occident, dont l'objectif est de démembrer la Russie pour la faire passer sous contrôle occidental, la défaire et finalement la faire disparaître. Voilà autant de textes décrits d'idéologues proches du Kremlin qui nous auraient permis d'éviter la tragédie que nous vivons si nous y avions prêté plus d'attention. En tout cas, c'est la thèse de François Stom, qui est spécialiste de la Russie et qui n'est pas connu pour avoir la langue de bois. Et puis quand on voit tout ça, on comprend que les négociations patinent et qu'elles n'intéressent pas pour le moment Vladimir Poutine. Merci beaucoup Sylvia Micon. Pierre Laurin, il fallait mieux lire ou général si vous voulez, mais dans la tête de Vladimir Poutine. Je crois que c'est toujours un peu mieux lire les écrits de ses conseillers. Par exemple, on ne peut pas dire que Ivan Ilyin, qui écrivait au début du XXe siècle, puisse réellement inspirer aujourd'hui Vladimir Poutine. C'est son livre de chevet, paraît-il. Oui, mais moi, mon livre de chevet, c'est Les Mémoires d'outre-tombe. Je ne suis pas pour autant dans le XVIIe siècle ou dans le XVIIIe. Je crois que... signe quand même de temps en temps. Oui, mais bon... J'ai rarement en livre de chevet des livres qui ne m'inspirent pas. C'est très personnel, mais... Écoutez, en tout cas, ce qui est très clair pour Poutine, c'est qu'il faut être vraiment très fort pour savoir ce qui se passe dans sa tête. Parce qu'il change réellement, au gré des circonstances, des problèmes qui se posent à lui, il change d'optique. Par exemple, il était très ami, d'une certaine manière, avec l'ancien président ukrainien Leonid Kuchma, qui venait d'ailleurs du Donbass et qui était l'un des directeurs rouges de l'une des principales usines d'armement du Donbass, la plus grosse, et qui fournissait l'armée russe en matériel. Et ils étaient très proches. Et pourtant, Kuchma n'était pas... C'est lui qui a initié la marche vers l'Europe, les prémices de l'accord d'association, etc. Donc ce n'était pas forcément un ami très proche de la Russie. Mais il maintenait un équilibre. Et tant que l'équilibre était maintenu, je ne pense pas qu'il venait à l'esprit de Poutine de dire « je vais attaquer le Donbass ». Question à tous, c'est très ouverte. C'est justement parce que Poutine est à ce point compliqué qu'on a du mal, nous, occidentaux, à le suivre, à le comprendre, à savoir où il veut aller. Il y a plusieurs choses. Pardon. Allez-y, Général Lamprey. Bertrand Badi vous parlerait de catching diplomatie et de catching démocratie, c'est-à-dire d'avoir une vraie capacité effectivement opportuniste de récupérer et de modifier potentiellement le discours et la pensée. Alors c'est quelque chose qui s'était déjà observé si on remonte un petit peu dans le temps en 2014 où était déjà apparu tout le concept de Novorossia, donc de créer cette espèce de bande en expliquant en essayant de trouver des fondements historiques, certes, qui ne l'ont pas influencé, même s'ils sont sur la table de chevet, mais néanmoins ce genre de choses, et qui avaient été abandonnés parce que ça n'avait pas réellement pris au bénéfice finalement d'un soutien des républiques populaires qui ont apparu ensuite. Il y a d'autres choses comme ça que l'on peut retrouver, et il y avait des combattants qui ont été notamment financés par la Russie, dont certains avaient une image qui correspondait à une perception beaucoup plus russe qu'à celle du Donbass, et
qui n'avait pas pris. Donc il y a des figures comme ça, Girkin, qui était apparu et puis qui a disparu après. Donc on a cette capacité-là. Néanmoins, on a quand même des lignes directrices qui sont assez fortes, avec cette approche de forteresse assiégée, d'être entouré par des ennemis qui forceraient à avoir un comportement belliciste, d'avoir des discours de déni plausible, par exemple, de travailler beaucoup sur la capacité de séparer et de diviser une Union européenne, beaucoup sur ce genre de choses. Donc on a tout de même des constantes avec une capacité et une variable d'adaptation en fonction des éléments qui est non négligeable, avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins d'efficacité. Merci beaucoup. Je suis désolé, on est pris par le temps, on a encore plein de choses, mais on aura l'occasion de se retrouver sur ce plateau et de parler de Vladimir Poutine.